Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun, je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Bienvenue, je suis très content de pouvoir vous partager ce premier épisode. Avant de donner la parole à Alexis Minkela qui est mon premier invité, je voulais vous expliquer comment j'en suis arrivé à demander à des amis ou à des inconnus comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent et accessoirement à en savoir plus sur leurs projets. Que ce soit en parallèle de mes études ou de mes missions de freelance, j'ai toujours eu des petits projets à côté, ce qu'on appelle des side projects. Certains sont devenus des projets à plein temps et d'autres sont restés au stade de petits projets qui m'ont permis de m'exercer. Pour progresser davantage, j'ai voulu partir à la rencontre d'autres créateurs qui font la même chose pour échanger avec eux. Pourquoi ils se sont lancés ? Quels étaient leurs objectifs ? Comment s'organiser entre son activité principale et son side project ? Quels outils ils ont utilisés pour se lancer ? Et comment ils ont réussi à monétiser leur projet ? D'une influenceuse à un podcasteur, en passant par un dropshipper, je suis parti à la rencontre de ces créateurs pour leur poser toutes mes questions sans tabou. Dans ce premier épisode, je reçois Alexis Minkela, copywriter B2B et créateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est le nom de son podcast, mais c'est aussi le nom de la communauté de freelance qu'il a construit. Dans cet échange, il nous partage son parcours, il nous parle de la création et de la monétisation de son podcast, ainsi que de la réalisation d'un nouveau projet, la sortie de son premier livre, Freelance, une aventure dont vous êtes le héros. On vous a peut-être déjà conseillé de créer une communauté avant de créer un produit. Alexis fait partie des créateurs qui incarnent le mieux cette vision et qui ont réussi à l'appliquer concrètement. Je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Alexis, bonjour. Salut Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de Side Project sur ce podcast. Je suis très content de t'avoir parce que, effectivement, et j'ai un peu la pression parce que tu es effectivement auteur d'un podcast qui traite de sujets des freelances. On en reparlera un peu en détail. Donc, j'ai un peu la pression, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ? Écoute, déjà pas de pression. J'étais comme toi il y a 1 an et demi, donc je sais ce que c'est aussi d'interviewer pour les premières fois des invités, donc t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, je m'appelle du coup Alexis Minkela, effectivement, comme tu l'as dit, je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif a toujours été de permettre à justement n'importe quel indépendant de pouvoir progresser dans son activité. Et pour ça, je décortique les stratégies et les clés de succès d'autres freelances toutes les semaines avec des formats interviews. Et puis maintenant, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol, qui globalement accompagne chaque bébé freelance, chaque freelance à construire leurs offres, apprendre à se vendre et puis gagner leur vie en freelance, parce que c'est quand même un des objectifs un peu important. Et puis je suis moi-même freelance aussi en copywriting pour des entreprises B2B, donc des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Justement, quand tu as commencé ta carrière de freelance et tu avais lancé aussi en parallèle Tribu Indé, au début, quel était en termes de répartition le pourcentage en termes de temps que tu consacrais à ton activité de freelance et à Tribu Indé ? Ça, c'est une bonne question parce que ça démontre aussi le temps que tu peux passer sur un side project, que tu cadres pas les choses. Effectivement, pour remettre un peu de date, parce que je pense que ça peut être important pour comprendre, en gros, moi, mon statut de freelance, j'ai créé, la première fois que j'ai facturé un client, on était en 2017 déjà, et j'étais un peu étudiant. Le temps a passé, j'ai fait quelques stages dans des startups, j'ai rejoint une startup, une plateforme de freelance pendant une petite année. Et ensuite, je me suis lancé à temps plein en freelance, du coup en janvier 2019, décembre 2018, janvier 2019. Et en fait, j'ai pas créé tout de suite le podcast. J'ai attendu globalement 4 mois. Le podcast est sorti en fin mars 2019, début avril 2019. Ce qui fait que tu vois, en fait, sur les 4 premiers mois, je me suis vraiment focalisé. Je pense qu'on en reparlera parce que j'avais 2 objectifs que ce podcast-là. L'idée, c'était de gagner au moins sur les 3 premiers mois, au moins l'équivalent de ce que je gagnais en tant qu'employé.
Donc du coup, je mettais vraiment mon focus et ma concentration là-dessus. Et donc, j'ai créé ensuite le podcast. Et globalement, le podcast me prenait... je suis un petit maniaque, donc je traque mon temps. Au tout début, je passais à peu près 10 heures sur un épisode. Donc ça compte, ça comprend la recherche d'invités, la préparation de chaque épisode, l'enregistrement, la post-production parce que je faisais le montage moi-même, et puis ensuite toute la communication que je faisais sur les réseaux sociaux. Je commençais doucement à démarrer une newsletter, tu vois, créer les visuels, etc. Donc c'était 10 heures, donc tu multiplies ça par 4. On était à 40 heures par mois, donc tu vois, globalement ça me prenait 2 jours, donc ça faisait 40% de mon temps sur Tribu 1D. D'accord. Et donc 40%, c'est déjà pas mal, mais avant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant d'en arriver là, avant de démarrer ta carrière de freelance, avant tout ça, tu travaillais en tant qu'auditeur ou consultant dans des boîtes qui étaient plutôt des grosses entreprises. Et comme tu le disais, ensuite, tu as rejoint une ou des startups. Comment on passe d'une grande entreprise à une startup? C'est quoi le déclic? Et ben ça c'est une sacrée histoire effectivement. Alors là tu me refais remonter encore en arrière. Je pense qu'on est on doit être en 2016. Moi je fais une école de commerce et en gros dans ton école de commerce, entre ton master 1 et ton master 2, tu fais ce qu'on appelle une année de césure. C'est une année de stage que tu peux séparer en 2 fois 6 mois. Ce que j'ai fait. Et moi en fait l'idée que j'avais déjà quand je me suis lancé, que je suis parti dans cette école là de commerce, l'objectif que j'avais c'était moi je voulais gagner beaucoup d'argent. Et c'était un truc vraiment assumé, tu vois, j'avais pas de j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui, tu vois, j'ai jamais dit voilà l'argent c'est sale, c'est pas bien, moi je veux faire le bien, etc. J'ai toujours été attiré par l'argent et du coup tu sais, t'arrives en école, t'es un peu on t'apprend que voilà, t'es en école de commerce, tu vas pouvoir accéder à des jobs de manager, tu vas pouvoir bien gagner ta vie si tu fais les bons choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, j'ai l'idée de me dire ok, pour gagner de l'argent, il va falloir faire soit du conseil, soit travailler en finance. J'étais assez j'avais quelques œillères et donc du coup ce qui se passe c'est que je travaille dans la junior entreprise de l'école pour commencer à me faire un petit réseau, montrer que je connais un peu le sujet et donc j'ai réussi à me faire à travailler pour un des Big Four qui s'appelle EY en audit. Donc en vrai c'était le cliché parfait, c'était un peu tu vois, c'était le début de carrière idéal pour moi parce que j'arrive à la Défense. Ce qui est marrant c'est qu'EY c'est la tour First, donc c'est la grande tour à la Défense. T'as un côté un peu impressionnant. Donc j'arrive avec ma petite mallette, costume cravate le matin et je me dis ok bah let's go quoi. Si tu veux la carrière elle est lancée et je continue derrière en conseil dans un autre cabinet de conseil. Et en fait le truc c'est que assez vite je me rends compte que en vrai le job se passe bien. L'équipe est intéressante, j'apprends énormément de choses sur la politique dans une entreprise, ce qui est quand même assez intéressant. Ouais. Mais tu vois, je m'entends bien avec mes collègues, mais en gros, mes collègues ont peut-être entre 5 et 15 ans de plus que moi. Et en fait, je me projette pas. Je me projette pas dans ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de... Parce qu'en fait, si je suis la route, bah, dans 15 ans, je suis à leur place. Et dans 15 ans, je travaille avec d'autres stagiaires, etc. Ouais. Et là, tu vois, c'est un peu le château de cartes qui s'effondre parce que j'avais tout construit jusqu'à maintenant pour me dire, ok, je veux gagner de l'argent et donc il faut que j'aille dans le conseil. Et donc, j'avais validé des étapes avant que moi, je m'étais fixé. Et donc là, c'est grosse remise en question. Et c'est à ce moment-là où tu vois, je tombe un peu dans la partie entrepreneuriat. À l'époque, tu vois, l'entrepreneuriat, c'était un truc cool. Monter des startups, monter des boîtes, c'était très, très cool, tu vois. C'était vraiment le truc un peu sympa. Ouais. Tu casses un peu les codes, t'envoies tout valser, etc. Et donc, c'est comme ça que je rentre un peu dans ce milieu-là, que je m'intéresse de plus en plus. Bah, tu vois, le soir et le week-end, quand je rentre de la Défense, je commence à lire des bouquins un peu business, de dev perso. Je consomme beaucoup The Family et tout l'écosystème entrepreneurial qui est encore un peu naissant en France. Et en fait, je me dis, ok, let's go. On change les plans et 180 et en fait on va tenter l'expérience entrepreneuriale dans une boîte. On va rejoindre une petite Toujours startup. pour faire de l'argent? J'ai moins cet enjeu-là parce qu'en fait je me rends compte que tu vois typiquement même en stage j'avais des horaires mais tu vois je finissais à 20h, 20h30 et en fait tu vois, j'y allais aussi en exploration, donc je demandais à des gens qui avaient 30, 35 ans comment ça se passait, c'était quoi leur quotidien. Et en fait, tu te rendais compte que ils avaient pas mal d'argent, mais ils en profitaient pas.
et tu les sentais pas. Et si tu veux, c'était pas le truc de ouais, j'ai beaucoup d'argent, c'est cool, tu vois. Genre, ça revenait jamais en fait Ouais. sur le. C'était pas un argument. Et donc, j'avais moins ce truc-là, sachant que je m'étais dit, bon, ok, en startup, je pense que si tu rentres dans une petite boîte, ça peut être cool de monter et derrière de gagner un peu ta vie. Mais du coup, non. Je suis plus dans un truc à ce moment-là de me dire, ok, j'ai envie de faire un truc qui m'éclate. Euh, les chiffres, ça me branchait pas tant que ça. Et tu vois, j'avais pas beaucoup d'impact, quoi. Enfin, j'ai audité des boîtes du CAC 40 que je pourrais pas citer. Ouais, ok, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. Donc du coup, c'est comme ça que je passe tout doucement, en fait, je commence à me renseigner un peu sur cet écosystème startup entrepreneurial. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, euh, et si je commençais à documenter, en fait, ce que je suis en train d'apprendre. Parce que le truc, c'est que il m'a fallu, et ça, je trouve que c'est un truc assez intéressant de le voir a posteriori, mais c'est souvent quand tu as des moments de frustration que tu commences à vraiment te poser des questions et à remettre en question ce que tu as déjà fait jusqu'alors, tu vois. Par exemple, frustration d'être à la défense, bah, je commence à me dire, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins possibles? Je tombe sur l'entrepreneuriat, les startups, etc. Autre Ouais. frustration où en fait dans la boîte dans laquelle je suis salarié, ça se passe pas très bien, il y a beaucoup d'ego en jeu, bref, je me sens pas libre. Frustration, je me dis ok, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter de faire du freelance à côté de ton job le soir et le week-end et de te lancer à temps plein, quoi. Donc tu vois, je me suis dit, Ok. euh, et si on pouvait se questionner avant même d'avoir ces frustrations-là. Et donc j'étais parti en tête de me dire, bah tiens, je vais documenter un peu ce que j'apprends. Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur Internet. Et donc là, on est en 2016, ce qui va me permettre en fait de faire effet de levier quand je commence à récupérer mon dernier stage de fin d'études. Et c'est comme ça en fait. On me trouve parce que j'écris sur à l'époque une plateforme qui s'appelle Medium, qui est une sorte de plateforme de blogging. C'est comme ça que je trouve mon stage de fin d'études chez Toucan Toco. Et c'est comme ça qu'après, on vient me chercher pour un CDI en fait. Donc tu vois, un truc qui naïvement, un petit side project à côté du. Alors que tu vois, t'es étudiant, tu penses pas forcément à dire ok, je vais écrire des articles et tout. Un truc où j'avais pas d'ambition particulière, bah, tu vois qu'en fait, avec le temps, 2 ans après, quand je prends mon premier CDI, on me parle de ça et c'est pour ça qu'on vient me chercher en fait. D'accord. Et justement, tu arrives dans ton premier CDI, tu évolues aux côtés des freelances, parce que tu travailles pour une plateforme de mise en relation de freelance. C'est là que peut-être tu découvres un peu cet univers et tu prends goût au point de te lancer toi-même en freelance juste après. Ouais, ça s'est fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, stage de fin d'études dans une super startup, vraiment, c'était génial. Et il se trouve qu'ils me proposent de continuer un peu en freelance. Il me restait, tu vois, 3 4 mois de cours. Et ils me disent, bah, en vrai, on a adoré bosser avec toi. On a du mal à trouver des profils un petit peu comme toi, qui sont un peu hybrides. Tu vois, moi, j'avais du coup une appétence pour le marketing, je savais écrire, et j'aimais beaucoup la tech. C'est-à-dire que j'adore prendre des sujets et de m'emparer des sujets rapidement. Et c'est typiquement, tu vois, là, c'était une boîte de data. J'y connaissais pas grand-chose, mais j'adorais, tu vois, creuser le sujet assez vite pour pouvoir monter en compétence là-dessus. Et donc, en fait, je crée mon statut d'auto-entrepreneur pour continuer en fait les missions que je faisais en stage pour cette boîte-là en freelance. Et en fait, j'ai jamais lâché ça. C'est-à-dire que, alors bien sûr, au tout début, c'était des toutes petites factures, hein. Premier article que je facturais, on était à moins de 100 euros. Et puis j'ai fait toutes les erreurs administratives. Mais en fait, j'ai jamais lâché ça et j'ai toujours continué de faire quelques missions. Et même quand effectivement je travaille pour cette plateforme de freelance, en fait, je continue de travailler avec des clients que je suivais un petit peu avant, qui m'avaient contacté via LinkedIn, etc. Et en fait, cette expérience-là m'a surtout permis de rencontrer des centaines de freelances. Puisque j'étais en charge de C'est créer ça. du contenu pour la marque, à la fois pour les entreprises et aussi pour les freelances, ben en fait, si tu veux, j'étais en contact tous les jours. Tous les jours, je discutais avec d'autres freelances, quoi. Et donc, si tu veux, quand tu vois que tu poses des questions, tu vois que c'est quand même plutôt cool, que ils gagnent aussi très bien leur vie. On en revient un petit peu aussi au côté de l'argent, même si on en reparlera. C'est un sujet important pour moi, mais c'est plus aussi important qu'avant. Mais quand tu vois que ils travaillent sur des missions cool, ils ont du temps pour lancer d'autres side projects, etc. Je me dis tiens, c'est quand même cool. Et donc tu vois, ça fait un peu ce petit bout de chemin pendant les 9 mois dans lesquels je travaille pour cette boîte. Et je me dis ce qui se passe, c'est que je suis pas mal déçu par cet environnement un peu startup et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends le risque de retenter dans une startup et en fait, je pense que je suis pas un bon salarié non plus parce que je remets souvent en question les choses, etc. Et donc je me dis, bah, allez, tente pendant un an, tu te dis, ok, c'est un an où en fait, t'essayes de gagner ta vie en freelance. C'était vraiment l'objectif, quoi. Ouais, donc justement, c'est le moment où tu te lances à plein temps en freelance. Avant de te lancer,
bon, toi, tu as de la chance, tu as pu échanger avec des dizaines ou des centaines de freelances, Mm. mais est-ce que tu appréhendais de te lancer à plein temps en tant que freelance? T'appréhendes toujours. T'appréhendes toujours parce que si tu veux, entre tu prends quelques missions de temps en temps qui sont pas des grosses missions parce que t'as pas le temps et donc tu bosses le week-end, le soir, et donc c'est des petits trucs et tu te mets pas la pression parce qu'en fait t'as pas besoin d'aller chercher des clients, euh, généralement ils viennent à toi, etc. Donc t'as pas la pression de te dire ça devient mon revenu. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est Ouais. que c'est un déconfort et que tu t'en rends compte une fois que tu quittes le salariat, mais c'est quand même cool de te dire, la réalité, c'est que quand tu es salarié, si tu délivres pas, si tu t'es trompé, si tu vois, les perfs sont pas si bonnes que ce que tu faisais le mois précédent, en réalité, ça change pas grand-chose. À part ton manager qui va te dire améliore-toi, t'es payé le même prix. Donc, si tu veux, Ouais. euh, tu vois, t'es plus sur un freelance que moi j'appelle, et c'est pas dégradant parce que j'étais là-dedans, c'est plus, tu vois, c'est un freelance amateur, quoi. Dans le sens où tu délivres et c'est hyper quali, mais t'es pas dans un état d'esprit professionnel où en fait ça devient ta source de revenu principale. Et donc, t'as plein de pans du métier de freelance, que, en fait, enfin, du mode de vie de freelance que tu peux pas, que t'as pas le temps de mettre en place et que tu penses pas à mettre en place parce que t'es pas à plein temps dessus. Donc, forcément, quand tu passes, tu vois, tu passes un peu, tu passes en Ligue 1, quoi. Tu passes au niveau supérieur et il y a tout à faire. Et c'est-à-dire que tes journées sont de base, elles sont par défaut vides. Et donc oui, tu as cette peur de te dire, est-ce que les gens vont vouloir bosser avec moi? Est-ce que je vais réussir à accompagner suffisamment bien mes clients? Est-ce que mes clients vont être satisfaits de ce que je fais? Est-ce que je vais réussir à bien gagner ma vie? Ça, c'est des questions que tu te poses forcément. Et même si j'avais des missions avant, etc., je sortais pas non plus du bois, tu as toujours ces questions-là. Tu as toujours ces questions-là parce que tu sais jamais comment va réagir le marché. C'est très compliqué. Ouais, tu parles aussi dans ton livre justement de l'entourage. Comment est-ce que l'entourage proche peut réagir face à ce genre de situation? Surtout que quand tu nous racontes ton parcours, effectivement, tu avais un parcours entre guillemets tracé. Voilà, tu étais destiné à travailler dans un certain type d'entreprise. Du jour au lendemain, tu te retrouves en start-up. Là, ton entourage te dit peut-être, bon, bah là déjà ça va, et là t'enchaînes et tu te retrouves en freelance. Donc j'imagine pour eux ça doit être quelque Ouais. chose d'assez nouveau. Je sais que par exemple ma mère, c'est une situation, on en parle assez souvent, tu vois, malgré le fait d'avoir une bonne situation en tant que freelance, bah c'est quelque chose qui revient souvent, le fait de trouver un vrai travail, entre guillemets, tu vois, parce qu'on ne connaît pas forcément la vie de freelance. Ouais, c'est clair. Et encore, moi, je pense que je m'estime chanceux parce que mes deux parents, ma mère est devenue indépendante suite à une reconversion il y a une quinzaine d'années, et mon père a toujours été en libéral. Donc, si tu veux, il connaissait plus ou moins ce que ça voulait dire en fait de travailler à son compte. Mais à l'inverse, du coup, parce qu'il connaissait vraiment l'intérieur et ce que c'était, bah, du coup, tu vois, il connaissait aussi toutes les difficultés, les challenges, et que c'était pas si simple que ce qu'on peut te vendre dans les médias. Donc, tu vois, j'ai eu presque il savait plus ou moins ce que ça voulait dire. Alors, il connaissait pas vraiment le job, concrètement, qu'est-ce que j'allais faire de mes journées, mais il s'imaginait plutôt bien dans quel environnement j'allais être, qu'il allait falloir que je fasse de l'administratif, que j'allais convaincre des clients, etc. Mais du coup, j'ai eu l'effet inverse euh, tu sais que ça va être difficile, quoi. On est passé par là, c'est difficile, etc. Après, moi, j'avoue que j'ai eu la chance, en tout cas dans ma famille vraiment proche, ils m'ont toujours poussé, quoi. Et comme tu le dis, effectivement, si tu veux, tu passes des cabinets prestigieux à déjà tu vas en start-up où globalement tout n'est pas non plus hyper rose et aussi beau que ce qu'on te raconte derrière des levées de fonds. Donc déjà, tu te dis, ok, il y a un petit risque, surtout quand tu as fait une école de commerce. Et donc effectivement, quand tu te lances en freelance, il y a ce truc de qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Bon, Ouais, aujourd'hui, il se c'est trouve quoi que la suite? pour l'instant, je reste freelance. On verra ce que ça donne plus tard, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est aussi, tu vois, ton entourage, tes potes qui sont restés dans des boîtes, qui sont restés dans un cursus plus traditionnel. C'est pas moins bien que ce que je fais aujourd'hui, hein. Loin de là, c'est une autre voie. Mm. Mais du coup, là, c'est intéressant parce que tu as des décalages qui sont, t'as des décalages, quoi. C'est vrai que Ouais. bah, ils se demandent qu'est-ce que je fais, je travaille de chez moi, mais comment ça se passe, tu vois tes clients, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour ces clients-là? Parce que c'est pas le même schéma de pensée que quand tu es salarié, tu vois. Donc, euh, donc ouais. C'est différent, c'est vrai. Et justement, tu disais que tu as rencontré des centaines de freelances, tu as Mm. échangé avec eux de manière plus ou moins informelle, et à un moment donné,
tu prends la décision de structurer tout ça et de partager en fait ces rencontres, de partager ces échanges que tu as avec ces freelances et tu lances un podcast. Exactement. Je lance le podcast donc, qui s'appelait à l'époque Explore. C'est encore histoire. Je lance un peu ça sans déposer de nom ni quoi que ce soit. Et donc, je me fais rattraper par la patrouille quelques mois après. Donc, obligé de changer. Donc, la plupart des gens le connaissent maintenant sous le nom Tribu Indé. Mais pour les vrais de vrais, ça s'appelait Explore, effectivement. Et ouais, en fait, j'avais rencontré plein, ouais, franchement, des centaines de freelances, à la fois quand j'étais en stage, etc., puis quand j'étais en CDI. Sauf que là, quand tu passes freelance à temps plein, tu as d'autres questionnements. Tu vas chercher aussi de l'information un peu plus profonde, etc. Et le problème, c'était que je ne trouvais pas cette information-là publiquement. C'est-à-dire que si tu fais pas partie des micro-communautés de freelance, que tu t'es pas maqué avec des freelances qui sont, tu vois, qui ont déjà 4-5 ans d'expérience, qui peuvent un peu te prendre sous leur aile, bah en fait, t'as pas l'information. Et typiquement, que ce soit les podcasts ou autres, tu as toujours un prisme qui est soit le prisme de l'entrepreneuriat startup, donc en fait, on donne pas trop la parole à des indépendants, vraiment des indépendants qui sont seuls, ou alors tu as le prisme où bah, tu vois, les plateformes vont parler, et je suis bien placé pour le dire, on prenait un angle particulier via les plateformes, les banques prennent un angle particulier, bref, il n'y avait pas de ressources vraiment où tu allais interroger des freelances et c'était vraiment, ok, tu ouvrais vraiment tous les secrets et t'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc c'est comme ça que j'ai lancé le podcast, parce que je voulais me forcer aussi à rencontrer des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et qui étaient capables de vraiment me donner un maximum d'informations. Et le podcast, c'est la bonne excuse, tu vois. Oui. Parce que là, tu as une heure et demie que tu vas passer avec un freelance qui est plus expérimenté et tu vas pouvoir lui poser vraiment toutes tes questions. Et en plus, tu as l'argument de bah, c'est un podcast, c'est cool pour toi aussi. Donc il y avait vraiment cet enjeu de j'ai besoin d'informations, il faut que j'aille provoquer l'information. Elle va pas venir à moi et donc il faut que je trouve un moyen d'aller chercher cette info. Et puis moi j'écoutais beaucoup de podcasts et en vrai il y a une notion de kiff quoi. Tu vois, dans les side projects, je trouve qu'il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un side project est un bon side project. Un des facteurs, pour moi, c'est aussi le kiff, quoi. Le truc de, quand j'écoutais des podcasts, j'avais l'impression que les podcasteurs, les créateurs, bah, kiffaient trop rencontrer des gens, quoi. Genre vraiment, ça se sentait et tout. Et à chaque fois, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais bien faire ça et tout. Ça a l'air chouette de rencontrer des gens, de préparer les interviews et tout. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet de me dire, en fait, ça me fait kiffer. C'est un projet que ça fait longtemps que j'avais ça en tête. J'ai jamais trouvé le temps et l'occasion de le faire. Et puis le troisième facteur, c'est l'opportunité marché. Il y avait un énorme gap et en fait j'avais eu 1 an pour étudier l'écosystème de contenu puisque je crée du contenu côté plateforme. J'avais eu le temps de comprendre quels étaient les acteurs, quels étaient les sujets prédominants, qu'est-ce qui manquait en fait, qu'est-ce qui manquait à l'écosystème, et le podcast était un des sujets qui manquait. Il y avait des podcasts business, il y avait des podcasts d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, mais il n'y avait pas de podcast de freelance. Et ce qui fait que au final, ça, si tu veux, j'ai pas eu de trop grosse traversée du désert où tu fais que quelques écoutes, que ça a du mal à prendre, parce qu'il y avait très peu de podcasts freelance, voire pas du tout, en tout cas sur un format d'1 heure, il n'y en avait pas. Bah du coup, tu vois, tu répondais à un besoin que tous les freelances avaient, qui est je suis pas très bien compris, je suis souvent seul et j'arrive pas à avoir des retours d'expérience d'autres freelances en fait. Donc là, tu vois, je servais un petit peu ça un peu au grand public, quoi. D'accord, donc effectivement, tu lances ton premier side project, déjà parce que ça te passionne, c'est un sujet qui te passionne. Deuxièmement, parce que effectivement, c'est aussi en lien avec ton activité, parce que toi, tu crées du contenu. À la base, tu écris des articles, mais là, ça te fait créer du contenu sur un autre format. Donc, potentiellement, ça pourrait rentrer dans ton activité de freelance. C'est-à-dire que tu as une expertise, du coup, tu crées ta propre expertise dans la création de contenu. Et aussi parce que tu analyses et tu vois une opportunité sur justement le fait qu'il y a un problème à résoudre. Et le podcast sur les sujets de freelance te permet de résoudre ce problème-là. Tu arrives à créer une communauté autour de ce podcast, donc c'est-à-dire des freelances qui vont se reconnaître dans ton podcast à travers tes questions. Grâce à tes invités, tu vas traiter des sujets sur lesquels il n'y a pas forcément de réponse parce que tu vas poser des questions auxquelles les freelances ne vont pas forcément répondre de manière instinctive sur leur blog. Donc, tu vas aller creuser ces sujets-là. Du coup, ça te permet de développer une crédibilité
autour de ces problématiques, donc des différentes problématiques de freelance. Et du coup, est-ce que tout ça, toute cette activité, est-ce que ça t'aide sur ton activité de freelance en tant que copywriter B2B? Parce que c'est le sujet sur lequel tu t'es spécialisé. Mais complètement. Et je te dirais même que c'était l'objectif initial. C'est toujours plus simple de dire aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que tu peux entendre parfois, tu vois, je fais ça pour le monde, je délivre de l'information, c'est pour vous, quoi. La réalité, c'est que la vraie histoire, c'est que c'est pas ça. La vraie histoire, c'est que généralement, tu commences un side project, tu commences un projet parce que tu ressens un besoin personnel auquel tu as besoin de répondre et tu te dis, plutôt que de garder ça pour moi, je vais mettre ça publiquement sur Internet, ça me coûte pas plus, ça me coûte pas plus cher, je vais faire la même chose. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, le premier, et c'est d'ailleurs c'est ce qui m'a permis et c'est ce qui m'a motivé à continuer le podcast aussi longtemps, c'est parce que tout ce que j'apprenais chaque semaine, les questions que je posais, en fait, c'était des choses que j'allais tester directement après avec mes clients. Tu vois, il y a certains épisodes où je posais des questions sur ok, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une mission, comment est-ce que tu prends du feedback client, c'est quoi les questions que tu poses et tout. Hop, la semaine d'après, j'avais une mission qui se terminait. Hop, j'avais mes petites questions et je testais le truc en direct. Donc en fait, ça me permettait d'apprendre directement et de tester des choses. Et en fait, les deux sujets, c'est-à-dire mon activité de freelance et le podcast, s'auto-alimentent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je continue d'apprendre sur le podcast via les invités et maintenant, j'ouvre aussi à d'autres créateurs pour m'aider sur Tribu Indé et aller plus loin sur mes réflexions. Mais du coup, ce que je teste en freelance, je me retrouve à le partager aujourd'hui un peu plus qu'avant, avec des épisodes thématiques, etc. Donc en fait, tu vois, les deux s'auto-alimentent. Et effectivement, il y avait initialement quand même une démarche un peu égoïste de ma part de me dire, j'ai besoin d'avoir de l'info, je vais aller chercher de l'info, d'abord pour m'aider et devenir un meilleur freelance, déjà personnellement, tu vois. Si déjà moi, j'arrive pas à devenir un meilleur freelance, ça va être compliqué de dire aux gens, ok, vous allez pouvoir réussir et vous allez pouvoir progresser, parce que moi, je suis passé là-dessus, tu vois. Donc ouais, il y avait une démarche. Moi, ça m'a énormément servi. Si tu veux, je remercierai jamais assez tous les invités qui sont passés. J'ai pris des années d'expérience en un an, en fait. C'est dingue, quoi. Ouais, et puis après, c'est aussi ce que tu faisais de manière informelle, comme je disais tout à l'heure. Donc autant le filmer et le faire partager. Et encore une fois, ça te permet de développer une crédibilité, de créer une communauté. Donc même si, évidemment, quand tu as créé ce premier podcast, c'était pas forcément avec un objectif de monétisation, mais malgré, avec la force des choses, on y arrive et tu arrives à faire monétiser ce premier podcast. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Écoute, c'est vrai que la monétisation est arrivée un peu par hasard, pour le coup. Et ça, c'était un des avantages. Et ça, je trouve que c'est un des gros avantages côté freelance. C'est que, en théorie, si tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de sujet d'argent et il n'y a pas vraiment de sujet d'argent. C'est-à-dire que tu gagnes ta vie en freelance et généralement, tu as encore un peu de temps. Ce qui fait que moi, j'ai jamais été pressé de faire de l'argent avec Tribu Indé. Et d'ailleurs, la preuve, tu vois, on est en janvier 2020. Le vrai premier produit qui est offert à la communauté et où la communauté peut acheter quelque chose de Tribu Indé, c'est le livre, tu vois. Et ça arrive en fait quasiment 2 ans après la création du podcast. Donc tu vois, j'avais pas ce... Et ça, je pense que c'était intéressant aussi, tu vois. Tu as deux manières de faire. Soit tu te dis, ok, je lance un side project pour me faire un revenu complémentaire le plus rapidement possible. Et donc, en fait, tu es dans cette logique-là, un peu plus monétaire, qui est bien, mais du coup, qu'il faut avoir déjà en tête dès le démarrage. Moi, j'étais plutôt sur un projet un peu plus, une démarche un peu plus naïve et créative, où de me dire, ok, je crée quelque chose, je crée d'abord une audience, je crée d'abord un socle de contenu, et ensuite, je réfléchis à la monétisation. Puisque je suis pas pressé et que, en fait, je gagne ma vie en freelance, j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent que ça en théorie, tu vois. Genre, je dépense pas, tu vois, j'ai pas besoin de dépenser, j'ai pas un niveau de vie monstrueux. Donc en fait, du coup, j'ai pris mon temps. Je me suis dit, ok, crée du contenu, focalise-toi d'abord sur créer du bon contenu, d'agréger cette communauté-là, et ensuite tu verras sur la monétisation. Et du coup, la monétisation est de plus en plus facile en fait. Parce que tu passes moins de temps à convaincre, etc. Donc la première forme de monétisation que j'ai faite, c'était 6 mois, un peu plus de 6 mois, je dirais 9 mois, parce que c'était en décembre 2019, donc ouais, 9 mois après le premier épisode de podcast. En fait, à ce moment-là, je commence à recevoir quelques demandes de partenariat, donc des marques, de l'écosystème freelance, en tout cas qui ont envie de parler à des freelances. L'avantage, c'est que l'audience est certes pas une audience
de gros podcasts français, mais c'est une audience qui est très nichée et qui est très précise, tu vois. La plupart, c'est des freelances ou des freelances en devenir ou des salariés qui se posent pas mal de questions. Mais du coup, l'audience, elle est assez nichée. Et donc, j'ai pas mal d'entreprises qui commencent à me contacter en me disant, voilà, est-ce que tu as déjà réfléchi à faire des partenariats avec des marques, comment ça peut se passer, etc. Je refuse pas mal de choses parce que j'utilise pas les produits, je suis pas très convaincu par certaines offres et j'ai moins le temps. Mais je me dis, attends, si j'ai de la demande, c'est que les entreprises sont en demande en fait de pouvoir tester le format podcast. Et c'est à ce moment-là que je contacte N26 et je leur propose, parce que c'était ma banque historique depuis 2017, en fait, dès que j'ai créé mon statut, je leur propose de tester un pré-roll. Donc en fait, c'est quoi ? C'est 1-2 minutes de publicité. C'est un petit spot de pub en fait que le créateur fait, donc que je faisais et que je mettais en pré-roll, c'est-à-dire avant chaque épisode. Et là, c'est un format assez classique. C'est un format un peu à la YouTube, à la YouTube, c'est-à-dire c'est un CPM, donc c'est un coût pour 1000 écoutes, et donc tu factures, tu deals X milliers d'écoutes avec ton partenaire ou la marque ou le client, et puis tu as un coût pour 1000 écoutes. Et donc voilà, ça te fait ton partenariat. Ça, c'est la première forme de monétisation. Aujourd'hui, et tu vois, donc en fait, ça, j'ai eu globalement N26 en partenariat pendant 2 mois. Et en fait, sur tout 2020, j'ai pas voulu reconduire d'autres formes de partenariat jusqu'à novembre, globalement, où je relance un nouveau batch d'épisodes et de podcasts. Et là, je me dis, ça fait longtemps que j'avais envie de bosser avec Shine, qui est une autre banque. Il se trouve qu'à ce moment-là, ça se passe plus si bien, notamment avec... j'ai quelques soucis bancaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai quelques soucis avec N26. Et donc, je me dis, ok, c'est le moment de changer. Je me dis, bah tiens, je change. Ça fait longtemps que je veux bosser avec l'équipe. Je connais bien l'équipe Shine. On va faire quelque chose. Et donc là, aujourd'hui, c'est un partenaire du podcast. C'est un partenaire qui est beaucoup plus large que le podcast, d'ailleurs. C'est vraiment un partenaire de Tribu Indé. Donc, tu vois, il y a un volet podcast. Tu vas avoir un volet sur le livre. Et puis tu vas avoir un volet sur un événement qu'on est en train de créer. Donc effectivement, tu arrives jusqu'à la monétisation, même si ce n'est pas ton objectif principal. Tout à l'heure, tu parlais du fait de créer une communauté, c'est-à-dire qu'on a 2 options, soit vouloir faire un projet qui va nous ramener de l'argent tout de suite, ou soit justement créer du contenu et se poser la question de la monétisation plus tard. Mais il y a aussi un entre-deux, c'est-à-dire un côté hybride où on se dit que finalement, on veut monétiser, mais peut-être que le meilleur moyen, c'est de créer du contenu gratuitement pendant un certain nombre de temps, créer une communauté, peut-être ce que tu as fait de manière involontaire, c'est-à-dire que toi, tu n'y pensais pas du tout, peut-être à la monétisation du podcast et aux différents projets qui suivent. Mais c'est peut-être, parfois, je me pose la question, parce que moi, tu vois, je fais un peu l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, je crée des produits et ensuite, j'essaye de rassembler une communauté autour de ça. Mais peut-être que des fois, je me dis, la meilleure solution, c'est d'avoir une vision sur la monétisation qui peut arriver beaucoup plus tard, mais en tout cas de commencer dès maintenant à créer une communauté, à les rassembler autour du podcast, de la création de contenu, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est à la fois plus difficile et plus simple. C'est plus difficile parce que quand on te dit il va falloir que tu rassembles des gens autour de ton projet, bah, c'est hyper compliqué parce que tu as plein de questions que tu te poses. Qui sont ces personnes-là ? Qui va vraiment être intéressé par mon contenu ? Comment est-ce que je vais les rassembler ? Comment est-ce que je vais pouvoir garder cette relation-là avec le temps ? Comment est-ce que je fais pour que les gens ne se sentent pas lassés ? Comment est-ce que je fais pour créer de l'interaction avec ces gens-là, pour que j'apprenne à les connaître ? Donc tu as toutes ces questions-là qui sont effectivement un peu plus compliquées que de te dire ok, je lance un produit, je mets un prix, je mets un bouton et puis j'attends, en gros, je caricature, mais j'attends qu'en gros l'argent arrive. Mais c'est beaucoup plus simple une fois que tu as créé ce petit socle de communauté. Et là, si tu veux, on n'est pas obligé d'avoir 10 000 personnes qui écoutent le podcast. Si tu veux, peu importe la taille de la communauté, l'enjeu, c'est juste d'avoir des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter et capitaliser pour tester des produits, tester des nouvelles approches. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi, du coup, de à la fois monétiser, par exemple, le podcast, mais surtout de créer d'autres produits. Le livre est un excellent exemple. Le livre, en fait, avant même d'écrire le livre, de négocier avec l'éditeur, j'ai fait en fait ce que n'importe quelle boîte pourrait faire. J'ai fait de la recherche client. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé 20, 30 freelances de la communauté et je leur ai posé plein de questions. Et en fait, du coup, tu as l'avantage d'avoir un accès privilégié à une cible qui sont les freelances, donc des gens comme moi. Et ça me permet de valider ou d'invalider certaines hypothèses et certaines idées que je peux avoir de projets pour Tribu Indé. Et en fait, ça me permet de pas trop être dans le brouillard et de pas trop avancer tu vois, dans le vide, plutôt que de me dire j'ai pas de communauté
et je vais essayer de trouver un produit. Et en fait, une fois sur deux, ça peut marcher. Mais t'es jamais sûr en fait. T'es jamais sûr que ça marche vraiment. Et donc tu sors un produit payant. Mais vu que t'as pas trop l'audience, que tu l'as pas pré-testé avant, que tu sais pas si c'est vraiment une problématique suffisamment dure pour que les gens soient prêts à payer, et ben en fait ça fonctionne une fois sur deux quoi. D'accord. Et du coup, tu arrives à ce moment où tu as ton premier side project, entre guillemets, qui est le podcast, que tu arrives à monétiser. Et là, tu arrives sur un... C'est là où tu commences un peu à structurer tout ça. C'est-à-dire que c'est là où tu arrives, où tu recrutes des personnes qui vont t'aider sur ce podcast-là, qui vont... Tu arrives sur un moment où le podcast te prend plus de temps que ce que tu avais prévu dès le début. Et c'est aussi là où arrive un nouveau projet, qui va être justement l'écriture du livre. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est enchaîné tout ça? Alors effectivement, le podcast prend bien. Je suis à un épisode par semaine en plus de cette première année de freelance, donc jusqu'à décembre 2019, pardon, un épisode toutes les semaines. Au rendez-vous, quoi qu'il arrive, il y a un épisode qui sort. Si je dois me coucher trop tard la veille, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, le seul objectif que j'avais, c'était l'épisode sort. Donc j'avais pas d'autre contenu. Il n'y avait pas d'Instagram. Il y avait une newsletter qui commence à arriver, mais qui était assez timide. Il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de TikTok. Il y avait très peu de Twitter. Bref, le seul objectif que j'avais, c'était le podcast. Effectivement, et en vrai, c'est une bonne nouvelle, mais le podcast commençait à me prendre de plus en plus de temps parce que, en plus de toute la partie création, et bah, ce qui est trop cool, et c'est presque ce que je préfère dans ce projet-là, et bah, en fait, j'avais de plus en plus d'échanges avec des auditeurs, des gens qui me posaient des questions, et donc bah, je prenais le temps de répondre à tout le monde, en fait, parce que c'est trop cool, déjà d'avoir des retours, c'est peut-être le truc le plus cool quand tu montes un projet, de te dire qu'il y a des gens qui, en fait, bah, attendent les épisodes chaque semaine. Et donc ça, c'est vrai que c'est un temps que j'avais pas anticipé au démarrage. Et donc tu passes moins de temps à préparer parce que tu optimises les processus, mais tu passes de plus en plus de temps justement à échanger avec cette communauté-là, à l'engager, etc. Et donc ce que je fais, c'est que alors je recrute pas tout de suite et j'ai pas encore recruté, mais en tout cas je travaille avec. Du coup, je décide d'externaliser la partie montage du podcast. Euh, Là où le podcast fait quasiment pas d'argent, mais je me dis, ok, c'est un investissement un peu plus long terme, je peux me le permettre avec mon activité de freelance, encore une fois, ce qui est plutôt cool. Et donc, ça me permet de me décharger. Et surtout, effectivement, j'anticipe le fait que une maison d'édition qui s'appelle Erol vient me voir en me disant, on adore ce que tu fais. Ça fait longtemps qu'on a envie d'écrire un livre sur le freelancing parce qu'en fait, là encore, tu vois, opportunité marché. Il y a aussi un plaisir, mais il y a une opportunité marché qui est, il n'y a pas de livre sur les freelances. Il n'y a pas de livre un peu référence qui te dit voilà ce que tu vas faire, tu vas démarrer ici et on va avancer ensemble jusqu'à un point B et voilà toutes les étapes et les pièges qu'il va falloir éviter et voilà comment tu vas pouvoir les éviter et quelle est la méthode. En fait, ça n'existe pas. Et donc c'était le challenge de me dire 2020, c'est l'année où en fait bah, je prends cette opportunité là. Ça fait longtemps que je me dis un jour secrètement j'aimerais bien écrire un livre. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt, pour être hyper honnête avec toi. C'était pas du tout, vraiment pas dans les plans. Mais du coup j'avais besoin de me dégager du temps parce qu'il fallait quand même que je continue de travailler en freelance parce que moi c'est un plaisir d'être freelance. Donc ouais, j'ai commencé à structurer ça. J'ai aussi réduit un peu la voilure sur le podcast pour me consacrer allez, 80% de mon temps sur Tribu Indé dédié au livre. Ok, donc là, tu as ton side project qui finalement au début n'était censé te prendre moins de la majorité de la semaine sur ton activité. En fait, la majorité normalement c'était du freelance et un tout petit peu sur ton side project. Et là, tu arrives à un moment où tu bascules, où tu passes beaucoup plus de temps sur Tribu Indé, qui est un side project, mais à l'intérieur de ce side project, il y a plusieurs projets et tu bascules en fait complètement. Mais c'est super intéressant. Alors, par rapport à cet éditeur qui vient de te voir, tu as déjà eu le cas avec ton podcast où tu as eu un premier partenaire qui est venu te proposer un sponsoring. Pourquoi, enfin j'imagine que tu as dû réfléchir, pourquoi tu as accepté cet éditeur et pourquoi tu n'as pas peut-être choisi un autre moyen de publication. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto-édition. Il y a beaucoup de Mm. personnes qui Mm. font publier leurs livres sur Internet parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils pour pouvoir le faire, même de pouvoir le publier en format papier assez facilement, sachant que toi, tu as déjà la communauté, donc tu as déjà le réseau pour pouvoir le distribuer. Et en fait, le fait qu'un éditeur vient te voir te confirme le fait qu'il y a une opportunité marché. C'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, le choix en théorie, le choix de raison,
aurait dû me faire dire, il y a déjà une communauté, pourquoi est-ce que j'auto-édite pas un livre et en fait je le vends en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, potentiellement je gagne un peu plus d'argent, je fixe mes prix, je fais un petit peu ce que je veux, tu vois. Donc c'est vrai que initialement c'est un peu contre-intuitif de se dire pourquoi est-ce que je suis passé par une maison d'édition. Alors la réalité c'est que j'ai refusé une première fois de passer par cette maison d'édition là, parce qu'ils sont venus me voir une première fois et c'était pas le moment, comme je te disais, tu vois, moi c'était pas du tout dans les plans d'écrire ce livre là, et je l'avais pas anticipé dans mon organisation. Moi je fonctionne en plan de 90 jours et à l'époque je m'étais dit attends, déjà les plans de 90 jours, il faut que j'arrive à mon objectif de fin 2019, c'est pas le moment de me mettre en tête d'écrire un livre. Donc j'avais refusé une première fois. Il se trouve que quand un éditeur, surtout de la taille des rôles, vient te voir une deuxième fois en te disant est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on en discute. Et à l'époque j'avais aussi rencontré un des directeurs de chez Erol. Enfin tu vois, on avait été un petit peu plus loin. Là je me suis dit il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'écrire déjà un livre, d'être accompagné aussi pour écrire ce livre-là, et d'avoir aussi des moyens, à la fois financiers, humains, pour faire de ce livre, tu vois, un bel objet, à la fois sur la forme comme sur le fond. Parce que quand tu fais de l'auto-édition, il y a plein de paramètres que tu n'as pas forcément en compte. Mais c'est pas juste écrire le livre, d'écrire un Google Doc, de l'exporter en PDF et de le mettre sur Amazon KDP ou Amazon et puis de fixer ton prix. En fait, tu as plein d'étapes, la relecture, les mises en page, la couverture, la quatrième de couverture, le référencement des fiches sur la Fnac, sur Cultura, etc. Et puis tu te coupes une partie d'un réseau de distribution qui est quand même... alors, ce qu'il est aujourd'hui est un peu plus compliqué, mais tu te coupes quand même les libraires en fait. Aujourd'hui c'est impossible d'arriver en librairie sans maison d'édition. Ça reste encore un milieu où tu as des commerciaux terrain qui vont vendre des livres dans chacune des librairies, qui vont convaincre chacun des libraires. Et donc ça en fait si tu veux, tu te coupes une partie d'un réseau potentiel parce que l'idée de ce livre là c'est bien sûr de faire en sorte qu'un maximum de gens de la communauté puissent aller plus loin que le podcast et puissent acheter ce livre-là. Mais l'idée aussi, c'était d'aller toucher d'autres personnes pour qui le podcast, c'est pas forcément la manière dont ils consomment de l'information, mais de se dire, ok, en fait, là, il y a un livre qui peut leur permettre d'avancer. C'est une autre alternative que le podcast là. Et donc, je voulais toucher aussi beaucoup plus de personnes. Et je me suis dit qu'avec Erol, c'était beaucoup plus simple déjà d'avoir un livre avec une maison d'édition. En France, ça reste quand même quelque chose... Tu vois, c'est pas le même rapport qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, globalement, tous les entrepreneurs, tous les indépendants, tout le monde a écrit des livres. C'est presque le truc où si t'as pas écrit un livre avant 35 ans, si tu veux, t'es un peu un loser, quoi. Je caricature aussi, mais en vrai, on n'est pas très loin parce que le marché est gigantesque et c'est normal d'écrire des livres. En France, ça reste encore un truc un peu exceptionnel, tu vois. Ouais. Ça prend du temps, il y a quand même assez peu d'élus, il n'y a pas non plus 40 maisons d'édition, notamment sur des livres business. Donc il y avait ce truc-là où, en fait, je me suis dit, tu me parlais, t'as beaucoup mentionné le concept de jauge de crédibilité. Là, c'était un argument pour me dire, ok, en fait, Tribu Indé, on le fait passer à un niveau supérieur parce qu'il y a un livre qui est édité par un éditeur et ce livre-là va se retrouver dans des librairies, à la Fnac. Et donc, ça veut dire qu'il y a un éditeur qui m'a fait confiance pour écrire un livre. Et donc, ça valide inconsciemment, tu vois, la qualité du contenu que tu peux avoir sur le podcast, par exemple. Oui. Sachant que l'idée, c'est encore une fois de ne pas faire forcément d'argent sur ce projet-là, mais plutôt encore une fois, d'asseoir la crédibilité, d'asseoir la légitimité de Tribu Indé et de proposer aussi quelque chose de différent parce que je ne suis pas tout seul à proposer du contenu pour des freelances. En revanche, aujourd'hui, je serai le seul à proposer un livre papier à des freelances. D'accord. Donc, effectivement, c'est toujours cette question avantage-inconvénient. Peut-être que l'inconvénient de passer par un éditeur, c'est que les marges sont réduites. Dans le monde de l'édition, c'est vrai que c'est un sujet. L'auteur, finalement, touche pas grand-chose, entre guillemets, pour chaque livre, mais ça te permet de toucher un réseau que tu n'aurais pas pu toucher dans l'auto-édition. Parce que si tu avais édité ton propre livre, entre guillemets, tu aurais eu seulement les gens de ta communauté, alors que là, tu touches, tu utilises la force de frappe d'un éditeur national comme celui-ci pour pouvoir toucher plus de clients. Et puis, la réalité, c'est que mon temps, comme tu le dis, il n'est pas extensible. Je suis pas focalisé, tu vois, je suis pas un auteur, je suis pas un écrivain. C'est pas moi, mon objectif, c'est pas d'écrire des livres tous les ans et en fait, c'est pas mon business model. Et donc, je voulais aussi me dire, ok,
je vais passer beaucoup de temps à écrire ce livre-là, que j'ai co-créé en plus avec une micro-communauté dans la communauté Tribu Indé, etc. Mais l'idée, c'est que moi, je voulais me consacrer sur le contenu du livre. Je voulais que ça soit le meilleur contenu possible, et donc je voulais dédier toute mon énergie à ça. Donc ça veut dire que tout ce qui est couverture, tout ce qui est mise en page, tout ce qui est mise en page des schémas que moi j'aurais réfléchi un peu en brouillon, etc., je voulais pas m'en occuper. Je voulais que ça soit externalisé, que mon éditeur puisse s'en occuper, et que je puisse juste être là pour donner quelques angles, donner des idées et puis valider. Et en fait, ce temps-là, c'est un temps qui, à mon avis, si j'avais dû le faire tout seul, c'est un temps qui aurait été quasiment multiplié par 2 parce que c'est très très long. Du coup, tu vois, je me suis aussi reposé là-dessus, et donc j'ai accepté de renier mes marges. Tu vois, je dois gagner, je pense que je gagne moins de 2 euros sur un livre. Qui en vaut 19,90. Donc c'est sûr que sur les marges, je suis pas le plus gagnant, mais j'ai gagné du temps que tu vois, j'ai pu investir ailleurs, j'ai pu continuer le podcast, j'ai pu gagner ma vie en freelance à côté, de pas tout mettre en stand-by, chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais été tout seul et si j'avais voulu avoir la même exigence que j'ai eu avec ce livre-là. Tu parlais d'un partenariat qui était beaucoup plus large que juste le podcast. C'était partenariat avec Shine. Euh, il est aussi partenaire de ton livre, donc du coup, ça change des choses pour ton financement, donc le business model de l'écriture de ton livre. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans le monde de l'édition, d'avoir un partenaire comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as innové sur ce sujet? Écoute, pour être honnête, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu en France en tout cas. Encore une fois, je me suis aussi inspiré d'auteurs, de ce que pouvaient faire certains auteurs aux États-Unis. J'ai jamais vu ça en France, effectivement. En fait, Erol, en tout cas, eux avaient jamais vu ça. Et si tu veux, j'avais un peu carte blanche parce que ça rentrait pas vraiment dans le périmètre d'action d'Erol. Et donc en fait, je pouvais m'associer avec qui je voulais sur le livre. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Shine propose notamment une masterclass sur l'administratif en bonus du livre. Parce que le livre D'accord. ne parle pas du tout d'administratif, parce que je me suis concentré sur des sujets plutôt business. Et donc, tu vois, je leur offre l'opportunité de parler d'administratif à potentiellement des freelances qui sont en train de se lancer, qui sont entre 0 et 2 ans, donc qui en plus sont dans leur cœur de cible. Donc, effectivement, c'est la première fois que je vois ça, et je suis content de l'avoir fait parce que effectivement dans le business model il n'y a pas qu'un enjeu financier, il y a aussi un enjeu de rayonnement, tu vois. C'est aussi cool pour moi d'être associé à une marque comme Shine parce que c'est une marque qui est reconnue chez les freelances, c'est un service qui est incroyable, c'est une appli qui est vraiment cool, donc c'est aussi gagnant-gagnant pour moi de m'associer à des acteurs comme ceux-là pour m'adresser à des freelances, tu vois. D'accord. Donc, ouais, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, finalement, tu as créé une communauté dans laquelle tu as un sponsor, entre guillemets, qui a pu te permettre de mener des actions comme le podcast, le livre, en échange de quelques pages dans le livre, et aussi l'organisation d'un événement. Exactement. Alors cet événement-là aura lieu après que cet épisode sortira, à mon avis. C'est un événement qu'on va lancer mi-février euh, sur plusieurs jours. Donc je peux pas trop t'en dire encore, mais effectivement l'idée c'est pareil, c'est toujours me dire, en fait chaque année je me dis c'est quoi la nouvelle brique que je peux rajouter à l'écosystème Tribu Indé et à l'écosystème de contenu freelance qui existe de manière générale avec d'autres créateurs. Et tu vois, par exemple, le podcast, année 2019 podcast, je me dis, il y a un trou sur le marché, moi ça me fait plaisir, j'ai envie de lancer ça. 2020, il y a un trou sur le marché, j'ai envie de le faire, c'est le bon moment, j'ai des choses à raconter et c'est un bon challenge. 2021, ça fait partie des sujets où je me dis, côté événementiel, il manque quelque chose. Il y a plein d'événements, mais le type d'événement qu'on est en train de construire, c'est quelque chose, en tout cas sur l'organisation et sur la forme, c'est quelque chose d'inédit. Et donc on se dit, ok, comment est-ce qu'on peut essayer de faire des choses différentes de ce qui existe actuellement, seul ou avec des partenaires. Et c'est toujours l'idée que j'ai, en fait, à chaque nouveau projet que j'ai envie de sortir dans Tribu Indé, c'est me dire, ah c'est cool, on n'est pas sur un copycat de quelque chose qui existe déjà, avec une amélioration. On est sur quelque chose de vraiment différent, avec une autre approche, qui est peut-être un peu tranchée, donc qui va pas plaire à tout le monde, mais au moins, tu vois, on a quelque chose d'affirmé, et ça affirme encore une fois, tu vois, le positionnement de Tribu Indé, la marque Tribu Indé, etc., etc. Et justement, c'est quoi la suite maintenant pour Tribu Indé?
Eh ben écoute, j'aimerais te dire que la vision à 5 ans est très très claire, qu'on va faire ça, ça, ça. La réalité, elle est différente. Ce qui est génial, c'est que je continue d'apprendre en même temps dans ce projet-là. Tu vois, c'est mon premier projet que j'essaie de porter un peu plus loin que des nombreux projets que j'ai pu faire quand j'étais étudiant qui se sont essoufflés beaucoup plus rapidement que prévu. Là, l'idée, c'est sur 2021, c'est de continuer de continuer de travailler avec des clients, mais de réduire beaucoup plus mon temps passé freelance. L'idée, c'est de prendre un client par mois et d'événementialiser ça, c'est-à-dire d'avoir un client, de mettre en avant ce client-là et tu vois, de prendre le temps vraiment avec chacun de mes clients sur 2021, de pouvoir les accompagner et de se dire ok, on a un mois pour bosser là-dessus. Du coup, l'avantage pour moi, c'est que ça me permet de mieux choisir mes clients et de continuer de générer des revenus, mais surtout ça me permet de passer plus de temps sur Tribu Indé, parce que là l'idée c'est d'aller plus loin sur le business model et de trouver un vrai business model qui soit viable avec différents types de revenus. Alors on a parlé de partenariat, on a parlé du livre qui va générer, même si c'est des petits revenus, qui va continuer de générer des revenus, et l'idée c'est d'avoir un produit un peu plus gros, un peu plus phare dans Tribu Indé, tu vois, courant du premier trimestre, pour commencer à tester un premier business model avec un enjeu de micro-communauté. C'est un sujet que j'ai pu étudier, du coup, tu vois, un peu en laboratoire pendant cette année 2020, qui m'a permis d'écrire ce livre-là et d'avoir la qualité de ce livre qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Travailler en micro-communauté, c'est un truc qui me parle pas mal, à l'heure où, tu vois, aujourd'hui, c'est presque qui va avoir la plus grosse communauté. Il y a presque un concours qui va faire des plus gros lancements, etc. Moi, je me dis, j'ai envie de prendre le contre-pied encore une fois et de me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer sur des micro-communautés? Parce que je t'en parlais au tout début. En fait, c'est ça, côté freelance, ce qui est intéressant, et si tu veux vraiment performer et apprendre, c'est de te créer un tout petit réseau de personnes avec qui tu vas pouvoir partager hyper librement et qui vont pouvoir t'aider en fait. Et c'est ce que j'ai fait avec le podcast. En fait, tu vois, c'est presque une micro-communauté, les invités. Et c'est des gens que je sollicite encore aujourd'hui. Donc, j'ai bien envie de réfléchir à ces sujets-là, tu vois, sur le premier trimestre, deuxième trimestre 2021. C'est vrai que le sujet des communautés, c'est quelque chose qui émerge énormément. Quand on parle de side project, il y a tout le temps des nouveaux types de produits. Et là, pour moi, c'est un nouveau type de produit, enfin un type de side project qui sont l'accès à une communauté. Et du coup, en contrepartie, ça demande aussi de proposer des services, d'avoir un sujet très précis sur lequel se focaliser. Et l'enjeu, c'est l'animation de cette communauté. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas Mm. décevoir, entre guillemets, mais voilà, toujours avoir une qualité de service irréprochable. Et du coup, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, puisque c'est quelque chose sur lequel que tu vas pouvoir partager. Donc, j'attendrai d'avoir Exactement. un peu de recul pour avoir un peu de billes sur ce sujet-là qui est assez nouveau. Et puis l'idée, c'est, tu vois, comme toujours, c'est que j'ai longtemps été seul en freelance. Et c'est un mode de vie, c'est un style de travail. Parce que être freelance, c'est pas un métier. C'est une manière d'exercer ton métier. C'est un mode de vie qui est quand même assez solitaire. On n'est pas forcément inclus dans les équipes. On reste un prestataire, qu'on le veuille ou non. On peut utiliser tous les mots qu'on veut. On reste un prestataire et c'est ok avec ça, il faut être ok. Mais donc c'est quelque chose d'assez solitaire, même si tu peux travailler en équipe et tout. Et là, tu vois, avec Tribu Indé, j'ai envie comme son nom l'indique, d'avoir quelque chose aussi d'un peu plus collectif et de, tu vois, balancer un peu ma vie pro entre des choses solitaires sur lesquelles je peux avoir de l'impact directement avec mes clients et puis un projet un peu plus, du coup, entrepreneurial, entre guillemets, où je peux faire monter d'autres freelances à bord. C'est aujourd'hui le cas. Tu vois, je travaille avec Victoria qui m'aide sur la partie marketing sur Tribu Indé. Et l'idée, c'est que plus le business model sera stable, sera validé sur Tribu Indé, plus je vais pouvoir faire monter d'autres personnes à bord. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, ça a un nom de marque particulier et que j'essaye au maximum, tu vois, alors bien sûr, je suis le créateur, etc. Mais tout n'est pas sous la bannière Alexis Minkela, tu vois. Donc ça, D'accord, c'est aussi un enjeu un peu plus long terme. d'accord. Et justement, avant de résumer un peu, toi, quelles ont été tes pratiques pour en arriver jusque-là, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer un side project? Ou quel conseil tu aurais voulu avoir? Je pense que moi, j'aime bien ce triptyque où tu te dis, il y a un sujet compétence, c'est-à-dire que tu peux lancer n'importe quel projet. Il y a plein de projets cool et il y a plein de trucs que je vois qui ont l'air trop bien où je me dis, ah, ça aurait été cool de lancer ça. La réalité, c'est que si je suis honnête avec moi, j'avais pas les compétences pour lancer ça. Donc,
je pense qu'il y a déjà un premier sujet de bien savoir quelles sont tes compétences, comment est-ce que tu peux les utiliser et comment tu peux capitaliser dessus. Je pense que ça sert à rien, en tout cas sur des premiers side projects, de te dire je vais me lancer sur un side project ambitieux dans lequel je vais déjà devoir apprendre de nouvelles compétences dès le démarrage. Ouais. Parce qu'en fait, tu te rajoutes déjà de la difficulté au fait de lancer un projet, qui est déjà une difficulté en tant que telle. Donc je dirais qu'il y a vraiment ce sujet de, ok, quelles sont vraiment mes compétences, comment est-ce que je peux capitaliser dessus, et concrètement, comment est-ce que, avec toutes les compétences que je peux avoir, je peux aussi faire des mix pour trouver, je dirais, une association qui est un peu différente. Ensuite, je pense que, bien sûr, on parle de business model, on parle d'argent, etc. Je pense qu'il y a aussi une notion de kiff. Il y a un mot aussi où il faut se faire plaisir, notamment que c'est un side project. L'idée, c'est pas de se rajouter une contrainte et de se dire, ok, de traîner les pieds quand tu vas bosser dessus le soir et le week-end. Parce que sinon, en vrai, tu t'en sors pas. Et je pense que c'est pas la bonne manière de monter un side project. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi une notion plaisir et une notion plaisir personnel. Tu vois, si par exemple tu fais un podcast où tu te dis tiens c'est un peu l'ère des podcasts, tout le monde fait des podcasts et je vais faire un podcast parce que j'ai envie d'être connu, j'ai envie qu'on me remarque, etc. Je pense que c'est pas la bonne approche. C'est peut-être une approche qui fonctionne, mais en tout cas tu vois si moi j'étais parti là-dessus, je te parie 100% que j'aurais arrêté au bout de 4 mois. Ouais. Parce que en fait ça demande trop d'efforts. Donc je pense qu'il faut aussi te dire, si tu mets de côté le regard des autres, si tu mets de côté ce qui existe et que tu essayes de ne pas forcément calquer et de te comparer à d'autres créateurs qui sont plus avancés sur le même type de side project que tu as envie de faire, c'est vraiment qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer, quoi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire sans récupérer d'argent tout de suite, en y passant un temps que tu n'es pas prêt à compter pendant X mois, tu vois. Et ensuite, je pense que le troisième, tu vois, si tu as le triptyque compétences, plaisir, kiff, etc. Je pense que tu as une compétence, t'as un enjeu opportunité marché. Tu peux faire un side project qui existe déjà avec un nom qui existe déjà. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais ça sera plus compliqué. Parce que en fait, tu vas juste calquer quelque chose qui existe déjà et tu vas pas y mettre toi ton approche, ta différenciation, ta manière de faire. Et donc, je pense que c'est important de prendre le temps aussi de regarder qu'est-ce qui existe sur mon sujet, sur mes idées, de faire vraiment, tu vois, presque une petite étude, quoi, un vrai audit de ce qui existe et de voir okay, quels sont les points un peu de différenciation que tu peux avoir. Par exemple, tu vois, moi j'avais utilisé un outil que j'avais trouvé dans un livre qui est souvent décrié, qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Dedans, en revanche, il y a un outil, je pense que c'est le seul truc intéressant de ce bouquin-là, il parle d'un canevas stratégique. Et en fait c'est un outil, vous pourrez aller voir si vous tapez canevas stratégique, ou bien j'en parle aussi dans le bouquin, mais plutôt sur un sujet freelance, mais on peut très bien l'adapter à un side project. C'est de voir en fait par rapport à tes concurrents, aux autres acteurs sur le marché, sur un projet X ou Y, quelles sont toi tes forces, là où tu vois l'opportunité, et en fait ça te permet de cocher un peu les points de différenciation sur lesquels tu vas appuyer sur ton projet. Donc je pense que c'est important de te dire, et ça sera beaucoup plus rapide à lancer si tu as une vraie opportunité marché sur lequel tu te dis là il y a un trou, je vais essayer de me glisser dedans. Ça sera toujours plus simple d'avoir de la traction, même sur un side project. D'accord. Donc pour résumer, le triptyque, comme tu disais, compétences, kiff et opportunité. Quand on regarde un peu avec du recul ton parcours et comment est-ce que tu as lancé ton side project, on voit aussi un plan d'action qui a peut-être été involontaire, mais en tout cas qu'on peut voir avec du recul. Le premier, c'est de créer une communauté autour d'un sujet, autour d'un format. Pour toi, du coup, ça a été le podcast sur les freelances. La deuxième action, ça t'a permis justement, enfin, cette action t'a permis de développer ta légitimité sur le sujet pour enfin créer un écosystème autour d'une marque qui est très blindée, sur laquelle tu t'es spécialisé sur une cible, entre guillemets, même si, bah oui, ça peut être ce terme-là, qui sont finalement les freelances ou les personnes qui ont envie de devenir freelance. Et en fait, au final, tout ça, ça te permet justement de pouvoir proposer des produits ou des services et finalement, c'est totalement cohérent avec ta marque, avec ce que tu as construit. Et puis surtout, ça répond à des besoins. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, avec ce que tu as construit, heu, il te suffit de quelques échanges pour valider une idée, valider un type de produit avant de te mettre corps et âme à la production pour pouvoir le délivrer. C'est ce que tu vois aussi avec du recul? Ouais, c'est toujours plus simple de te le dire avec le recul. Et effectivement, si demain je devais lancer d'autres projets, c'est exactement ce que tu viens de résumer. C'est vraiment le process que j'aurais utilisé. Moi, je parle souvent de capital social.
Et la formule est toute simple. C'est ton capital social, c'est-à-dire quels sont un peu les assets, l'actif que tu peux avoir sur Internet, sur lequel tu vas pouvoir capitaliser ad vitam aeternam, quels que soient finalement les projets. Et ce capital social, en fait, c'est juste la résultante de deux choses qui sont l'audience que tu commences à créer au fur et à mesure. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de stratégie pour faire grossir ton audience. En vrai, c'est pas comme ça qu'on construit un vrai projet. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps et donc il faut accepter d'être un peu dans la boue, entre guillemets, pendant des mois à bosser sans forcément avoir un retour sur investissement qui soit immédiat. Et donc, c'est cette audience-là que tu multiplies par ce que moi j'appelle des ressources intemporelles. C'est-à-dire, tu as parlé de formats comme le podcast. L'idée, c'est comment est-ce que tu peux créer des ressources qui soient les plus qualitatives possibles. L'idée, c'est pas de faire une course au nombre, d'avoir un maximum de choses à proposer, mais d'avoir à chaque fois des ressources qui soient le plus intemporelles possible, qui matchent avec ton audience. Et petit à petit, tu vois, tu rajoutes des briques dans lesquelles une partie de l'audience va pouvoir se reconnaître. Tu vois, si tu imagines un rond, un grand cercle qui est l'audience Tribu Indé, eh bien tu vas avoir le podcast qui est quand même un autre gros cercle qui va manger une partie de l'audience, mais toute l'audience, tu vois, il y a plein de gens par exemple qui suivent la newsletter, qui achèteront le livre, mais qui peut-être consommeront jamais le podcast. Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast toutes les semaines, mais achèteront peut-être pas le livre. Et donc l'idée, c'est que tu multiplies un petit peu les points de contact et les types de contenus pour créer ton capital social qui va en fait, tu vois, tu vas avoir une sorte d'overlap avec une partie de l'audience. Et ça te permet effectivement derrière de faire évoluer un side project potentiellement en projet un peu plus gros, dans lequel tu peux y passer plus de temps, dans lequel tu trouves un business model, des sources de revenus qui te permettent de... Tu vois, si tu veux, c'est une roue, c'est une roue qui s'alimente presque toute seule ensuite. T'as plus de temps, t'as plus d'argent, donc tu peux tester plus de choses, et etc., 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 en fait. Oui, et puis tu construis sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu Mm. lances un nouveau produit, un nouveau projet, bah, tu passes pas autant de temps que quand tu as commencé à lancer le podcast avant de pouvoir le monétiser. Et c'est pour ça que je pense que Tribu Indé, bah, tu as réussi à faire ça avec Tribu Indé. C'est-à-dire que tu as réussi à poser les bases d'un écosystème, d'une marque, bah, pour finalement continuer assez longtemps. Et finalement, bah, avec du recul, on voit que le side project est devenu un projet à part entière. Et ça, c'est une des choses qui peut arriver avec un side project. Pour certains, ça restera un side project, et pour certains, c'est même une volonté de rester un side project. Et pour Mm. d'autres, bah, il y a des choses qui évoluent. Il y a même bah, notre envie évolue. Comme toi, au début de ta carrière, tu n'avais pas forcément les mêmes envies que tu as aujourd'hui. Et bah, pour un side project, c'est pareil. C'est l'idée effectivement de ce que tu dis, c'est-à-dire que sur les 2 dernières années, j'ai construit les bases, c'est-à-dire que j'ai construit les fondations. Maintenant, le but du jeu, c'est que je peux m'arrêter là et continuer de créer des fondations et de continuer d'en faire un side project. Moi, l'idée que j'avais, c'est peut-être d'aller pousser un petit peu plus loin et de voir en fait, de découvrir aussi par moi-même où est-ce que je peux pousser ce projet-là. Et donc là, l'enjeu 2021, 2022, etc., c'est maintenant ok, comment est-ce qu'on construit les prochains étages de la fusée. J'ai pas encore toutes les réponses, j'ai pas encore tout le mode d'emploi, mais en tout cas, encore une fois, la même logique d'y aller étape par étape. Bah, en tout cas, j'espère que tous ces conseils et ton parcours inspireront les personnes qui écouteront ce podcast. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup, Alexis, pour ton temps, pour tes échanges, tes conseils. Et bah, en tout cas, on a hâte de suivre un peu l'évolution de Tribu Indé. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup Amine pour cet échange et puis je te souhaite une belle aventure et je te dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Pour retrouver les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur 10000heures.fr dans l'onglet podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir le prochain épisode avant tout le monde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.